Joseph Puzo, bonjour. Bonjour. Vous êtes le patron de groupe Axton, un groupe de 1600 personnes qui est installé à Montmirail, en Haute-Marne, et qui exporte 70% de sa production. Vous avez repris cette entreprise en 1985, alors qu'elle ne comptait qu'une centaine de personnes. Vous êtes donc la preuve vivante qu'il est possible de faire grossir une PME et d'arriver au stade très envié de TI. Oui, mais pour la faire grossir et la transformer de petite PME à ETI, il faut absolument monter en gamme. Donc par rapport à nos câbles assez courants que nous faisions en 1980-1985, les câbles actuels sont souvent uniques au monde. Je vais vous en montrer un, par exemple, c'est le câblage des satellites. Un satellite, il y a énormément maintenant d'appareils électroniques dedans, donc il faut distribuer l'énergie. Eh bien, quand on arrive à condenser des centaines de câbles dans cette petite barre, on fait gagner un énorme poids au satellite. Ça, c'est une des applications. Et on a, à l'heure actuelle, une bonne trentaine de satellites qui volent avec notre petit câblage de puissance. Et donc puis, ça c'est de l'innovation. C'est la chose sur laquelle vous avez fondé toute votre croissance. Voilà, depuis... Toute la croissance a été faite comme ça, en rajoutant des innovations. Je peux vous en montrer un autre, le médical. Les enfants qui naissent avec les petits os de l'oreille collés, on peut les faire réentendre et donc les faire parler. En leur faisant un petit implant cochléaire. Donc c'est un produit comme celui-là, relativement miniaturisé. Donc là encore, c'est quelque chose qu'on aurait été tout à fait incapable de faire en 1980 et que maintenant nous faisons couramment. Ok, donc l'innovation est le secret de votre croissance, mais aujourd'hui, nous n'allons pas parler d'innovation, nous allons parler de production, parce que la caractéristique de votre entreprise, qui vend partout à travers le monde, est de produire la majorité de ces câbles et connecteurs en France. Alors, vous n'êtes pas installé qu'en France, toutefois, puisque vous êtes répartis sur le monde entier. Quelle est votre base industrielle aujourd'hui? Où se situent vos sites industriels? Alors, à l'étranger, nous avons des usines, une usine au Mexique, en Chine, en Inde, en Hongrie, en Lettonie, qu'on pourrait qualifier d'usine bas coût ou bas salaire. Et puis nous avons 3 implantations d'usines en France, une à Quimper, une à Ivry-sur-Seine, tout près de Paris, et 4 ou 5 usines sur la zone de Montmirail. Par contre, d'abord pourquoi nous avons ces usines à l'étranger? Tout à fait, oui. C'est en fait pour vendre à l'étranger. Notre usine en Chine, qui représente environ 200 personnes, c'est en fait pour vendre au marché chinois, notamment dans le spatial, maintenant même dans l'automobile chinoise. En fait, un client en Chine, il est rassuré s'il voit une production locale. Et donc, notre idée, c'est de faire l'assemblage final et les tests finaux près du client final. Le produit de base est fait à Montmirail. On l'envoie dans notre filiale chinoise qui le termine et le vend en Chine. On ne réimporte rien. Donc, votre motivation sur les implantations dans les pays à bas coût, ce n'est pas le bas coût, c'est le pays. C'est le marché du pays. Marché. Et les conséquences de cette stratégie fait que quand on crée une centaine d'emplois dans un pays bas coût, genre la Chine, ça m'en crée automatiquement 25 et des emplois très qualifiés sur Montmirail. Donc je n'ai jamais tant embauché en France que depuis que j'ai ces usines bas coût, mais qui en fait me servent à vendre localement à l'étranger. Néanmoins, sur nos 100% de production, environ 60% sont faits en France pour le monde entier et nous exportons, notre chiffre d'affaires export représente 70% de notre chiffre d'affaires total. Ok, alors retour sur la France. Comment fait-on pour produire en France alors qu'une grande partie de la production de câbles se fait dans les pays à bas coût? Comment est-ce que vous arrivez à produire à un coût, je suppose, qui vous permet de vendre vos produits, dans des usines françaises, avec le coût du travail français et tout ce qu'on dit de la difficulté à produire en France? Alors je vais un peu inverser la question. Comment on fait pour produire en Chine? Eh bien, quand les salaires sont très bas, vous n'automatisez pas. Vous utilisez au maximum du personnel. Et l'assemblage final d'un produit requiert de toute façon beaucoup de main-d'œuvre. Le test final, vous essayez de le faire avec des personnes, mais si vous voulez une très bonne qualité, le test, il vaut mieux l'automatiser. Et à partir du moment où vous automatisez le test et vous automatisez l'assemblage, finalement, vous pouvez produire en France.
C'est donc une montée en gamme en qualité. En même temps, si vous l'associez à une montée en gamme en technologie, vous avez, on pourrait dire, le duo gagnant pour produire en France. Et il y a un autre avantage à cette production française. En ayant la recherche et développement et la production côte à côte, d'une part, on améliore la productivité des chercheurs parce qu'ils voient les problèmes de production et ça accélère leur développement, mais en même temps, vous évitez un copiage trop rapide par les concurrents étrangers. Donc il y a une sorte de double victoire, à la fois sur la qualité et sur la protection de ce que vous avez développé. Qu'est-ce que vous avez comme exemple d'automatisation? Qu'est-ce que ça veut dire automatisation dans votre métier? Par exemple, nous étions lancés il y a une dizaine d'années à faire des petits câbles plats dans les premiers airbags. Le câble qui est au centre du volant est un câble plat. Comment contrôler ce câble? Donc on a mis sur pied une vision artificielle, un contrôle par vision artificielle. Quand vous faites une vision manuelle avec vos propres yeux, le mieux que vous puissiez atteindre, c'est 450 ppm, pièces mauvaises par million de pièces produites. À partir du moment où vous automatisez le contrôle, notamment avec de la vision artificielle, vous pouvez descendre à quelques ppm, 3 ou 4 ppm. Donc c'est un progrès. Votre voiture ne tombe jamais en panne à cause du câble. Et ça, c'est ce qui vous permet de produire en France. Parce que, juste pour vous donner un exemple des conséquences de ce contrôle par vision artificielle, nous avons été les seuls à le faire pendant plusieurs années, ce qui nous a permis de gagner 75% du marché automobile européen en airbag. Et à l'heure actuelle, où les airbags, depuis 2010, sont obligatoires en Chine, nos produits sont demandés en Chine parce que notre qualité est très bonne. Donc on fait le produit de base à Montmirail, on l'envoie dans notre filiale chinoise, ce qui termine. Tous les contrôles visuels tous les contrôles sont en automatique et on a un produit d'excellente qualité chez le client final. Ces contrôles, vous les faites dans vos usines chinoises aussi? Alors, nos usines chinoises, on commence à aussi automatiser. Et en plus, les salaires montent à une vitesse phénoménale. Donc, ces pays bas salaires ne vont pas rester très longtemps bas salaires. Donc, il vaut mieux prendre une petite avance. La production que vous faites en Chine, ce contrôle final, vous n'avez pas des craintes que vos procédés soient réutilisés? Il y a la protection du procédé et il y a la protection du produit. La protection du procédé, il faut interdire les visites d'usine. On va vraiment très bien les contrôler, donc on est relativement strict à ce niveau-là, aussi bien en France qu'en Chine. Et la protection du procédé, je dirais à l'heure actuelle, c'est presque inutile de prendre des brevets en Chine, parce que si votre produit est copiable simplement en le voyant, démarrer une procédure juridique en Chine, c'est très difficile. Par contre, il est intéressant, même si on le vend en Chine, de le breveter en Europe, dans quelques pays européens, parce que l'ordinateur portable produit en Chine, sur lequel notre petit câble coaxial d'antenne Wi-Fi, par exemple, sera copié par tel ou tel Chinois, quand un magasin de type Fnac, Carrefour importera cet ordinateur, il suffira d'attaquer Carrefour ou la Fnac en Europe et personne ne se hasardera à importer un produit dans lequel un composant est copié. Et vous m'aviez dit lors d'une discussion précédente que vous conceviez vous-même vos propres machines. C'est un atout important pour produire en France notamment? C'est un gros atout. Ça, c'est une leçon que j'ai apprise en allant au Japon au début des années 90. Je me suis rendu compte que beaucoup d'entreprises, y compris des PMI de 200-300 personnes, avaient un service intégré de machines. Et donc j'ai créé la même chose en France à partir de 90. Et quand on fait de l'innovation, finalement, les machines n'existent pas sur le marché. Ou si elles existent, il faut les modifier. Donc le fait d'avoir son propre service conception de machine vous permet de développer à toute allure des procédés de production adaptés à votre innovation. Et du fait que vous avez vous-même conçu votre procédé de production, c'est encore un moyen supplémentaire de protéger votre innovation. Les concurrents ne peuvent pas rentrer dans votre usine, donc ils ne voient pas les machines que vous avez inventées pour faire le produit. Ces machines, vous les installez en Chine aussi? Alors, quelques-unes, oui, sont en Chine, puisqu'au fond, on doit garantir la même qualité de produit dans un satellite chinois que dans un satellite européen. Donc, on les installe. Donc, il faut verrouiller l'entrée de l'usine.
Donc le secret pour vous, c'est automatisation, notamment automatisation du test, et maîtrise de ces processus de fabrication qui sont, j'imagine, également très automatisés. Et puis il y a une règle supplémentaire, c'est d'innover en permanence. Parce qu'au fond, les machines, comme vous l'avez bien pointé tout de suite, que l'on met en Chine, ont quand même, malgré la fermeture de l'usine, une chance d'être copiées. Par contre, on les met en Chine en retard par rapport à notre démarrage en France. Et pendant que la nouvelle machine arrive en Chine, on a déjà développé des produits d'après. Donc, les innovations à flot continu est aussi une forte façon de se protéger. Donc innovation produit et innovation Process, en production, les deux... et innovation en continu. Les deux vont ensemble. Ça va ensemble. Et à propos, puisqu'on est toujours avec la Chine, là, vous aviez, je crois, relocalisé à une époque une partie de la production. Enfin, je crois que vous êtes tout à fait d'accord sur le thème relocaliser. Oui, parce que là, vous faites allusion à l'aide à la réindustrialisation que le gouvernement avait lancée et que nous avons été l'un des premiers bénéficiaires. Et en fait, fermer une usine en Chine pour la rouvrir en France, c'est rarement une opération rentable. Réinventer une industrie disparue en France, c'est rarement une opération rentable. Ce qui est rentable, c'est d'industrialiser un produit nouveau. Au fond, si on veut réindustrialiser le territoire français, il faut réinventer l'industrie. C'est finalement des nouvelles industries qu'il faut faire. Donc, dans la fameuse aide à la réindustrialisation que nous avions obtenue, nous avons proposé d'industrialiser en France des choses qui ne se font pas en Europe, des traitements, notamment des traitements de surface pour nos câbles et nos connecteurs, tout à fait nouveaux, que nous avons développés récemment. Donc c'est quelque chose qui n'existe nulle part ailleurs. Et ça, c'est une forme de réindustrialisation du territoire. Et le mot réindustrialisation, comme relocalisation, ne me semble pas soit à triple sens ou à double sens, et notamment à sens négatif. En fait, ce qu'il faut faire, c'est réinventer l'industrie. Et je vous propose qu'on appelle la réinvention de l'industrie la néo-industrialisation, pour montrer que c'est quelque chose de nouveau qu'il faut faire. Bon, allons-y pour la néo-industrialisation. Alors, pour terminer, quel conseil vous donneriez aux autres industriels pour produire en France et néo-industrialiser, puisqu'on s'y est lancé? Pour les PMI, c'est de s'intéresser aux nouveaux matériaux. Parce qu'au fond, faire ne serait-ce qu'un airbag qui résiste à un grand nombre de kilomètres, il faut du câble qui résiste à un grand nombre de flexions. Et un grand nombre de flexions, ça veut dire des matériaux spéciaux. Donc un système, une voiture, un avion, sera d'autant mieux que l'on utilise des matériaux nouveaux, plus performants. Et les matériaux sont surtout manipulés par les PME, puisqu'ils sont en début de chaîne, ils font une pièce, je fais un câble, donc on manipule des matériaux. Donc ça, c'est un conseil pour les PME, et peut-être aussi un conseil dans la relation grand groupe PME. Les grands groupes achètent 70% de ce qu'ils vendent. Donc s'ils achètent plutôt en France, vers des PMI françaises, c'est aussi une façon de réindustrialiser. Et donc qu'ils achètent leurs nouveaux produits plutôt à des entreprises françaises, ça sera un accélérateur. Ok, donc pour conclure, le secret de la néo-industrialisation, c'est l'innovation, l'automatisation et la montée en gamme via l'utilisation de matériaux nouveaux. C'est tout à fait ça. Ok, merci Monsieur Puzot. Au revoir. À bientôt.